J'ai dit à mon oncle que j'avais hâte d'assister au mariage de mon frère demain. Il a dit, c'était la semaine dernière. Un mois plus tard, ils ont demandé à utiliser ma maison au bord du lac. J'ai dit non. Je m'appelle Lucy Patterson. J'ai 34 ans et je vis en ville. Je n'aurais jamais pensé qu'une seule phrase puisse détruire toute ma vision de ma famille. J'étais dans l'épicerie, un panier de pommes à la main, quand je suis tombé sur mon oncle Victor. Il a toujours été le plus gentil de notre famille. Mais ce jour-là, il avait l'air nerveux. Il m'a regardé avec une profonde pitié dans les yeux. Je lui ai souri et j'ai dit, j'ai hâte d'être au mariage de Marc le mois prochain. J'ai enfin trouvé la robe parfaite. L'oncle Victor n'a pas souri en retour. Il a posé une main lourde sur mon épaule. Sa voix était très basse, comme s'il avait peur d'annoncer la nouvelle. Lucy, a-t-il dit, le mariage a eu lieu la semaine dernière. Le monde s'est arrêté. J'ai eu froid partout. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone, la même dans l'allée. J'ai ouvert les réseaux sociaux et ils étaient là, des centaines de photos. Ma mère dans sa robe de soie bleue, mon père levant un verre de champagne. Mon frère Marc embrassant sa mariée. Tous ceux que j'aimais étaient là, riant et faisant la fête. Tous sauf moi. Ils n'avaient pas seulement oublié de m'inviter. Ils me l'avaient caché. Ils m'avaient effacé. Et le pire, c'est qu'un mois plus tard, alors qu'ils pensaient que je ne savais toujours rien, ils ont eu le culot de me demander les clés de ma maison au bord du lac. Mais avant que je vous raconte comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous, laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Je m'appelle Lucy Patterson. J'ai 34 ans. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Je ne me souviens pas du trajet. Je ne me souviens pas m'être arrêté au feu rouge ou avoir utilisé mes clignotants. Mon corps était en pilote automatique. Mon esprit était bloqué sur cette photo sur mon téléphone. Mon frère Marc en smoking, ma mère en soie bleue, mon père tenant une coupe de champagne. Ils avaient l'air si heureux. Ils avaient l'air complets. Et je n'étais pas là. Je me suis engagé dans l'allée. La maison de mes parents était identique à elle-même. La pelouse était tondue. La lumière du porche était allumée. Cela ressemblait à un foyer. Aber en fixant la porte d'entrée, j'ai eu mal au cœur. Je me sentais comme une étrangère. J'ai coupé le moteur. Mes mains serraient le volant si fort que mes articulations étaient blanches. J'ai pris une grande inspiration. Je me suis dit de rester calme. J'avais besoin de les entendre le dire. J'avais besoin de comprendre pourquoi. J'ai monté les marches et j'ai déverrouillé la porte. J'avais encore une clé. Je me suis demandé pour la première fois s'il m'en voulait d'avoir cette clé. À l'intérieur, la maison sentait le poulet rôti. C'était un mardi soir, le soir du dîner de famille. D'habitude, j'étais invité. Ce soir-là, mon téléphone était resté silencieux. Je suis entré dans la cuisine. Ils étaient tous là, ma mère, mon père et Marc. Ils étaient assis à la table ronde en bois et mangeaient. Marc riait de quelque chose que mon père avait dit. Quand je suis entré, les rires se sont arrêtés. Ce ne fut pas un arrêt progressif. Ce fut instantané. Un silence de mort a envahi la pièce. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. Ma mère a levé les yeux et ses yeux se sont agrandis. Elle n'avait pas l'air heureuse de me voir. Elle avait l'air agacée. On aurait dit que j'avais interrompu une réunion privée. Lucy, a dit ma mère. Sa voix était monocorde. Nous ne savions pas que tu venais. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne m'a pas proposé d'assiette. Elle a juste constaté un fait. Je suis resté près du réfrigérateur. J'avais froid. J'ai regardé Marc. Il a détourné le regard, se concentrant sur sa purée. Il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. J'ai vu les photos, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle ne tremblait pas. J'ai vu les photos du mariage. Le silence s'est prolongé. Il semblait lourd. J'attendais des excuses. J'attendais que quelqu'un se lève d'un bond et dise « Mon Dieu, Lucy, c'était une erreur. L'invitation s'est perdue. » J'attendais qu'ils pleurent. J'attendais qu'ils me serrent dans leurs bras. Rien de tout cela ne s'est produit.
Mon père a posé sa fourchette. Il a bu une gorgée de vin. Il m'a regardé avec un air fatigué, comme si j'étais une enfant faisant une colère pour un jouet cassé. C'était une petite cérémonie, Lucie, a-t-il dit. Très petite. Il y avait 100 personnes sur les photos, ai-je dit. J'ai vu des cousins de l'Ohio. J'ai vu des voisins. J'ai vu le colocataire d'université de Marc. Ça s'est fait très vite, a ajouté ma mère. Elle s'est essuyée la bouche avec une serviette. Nous ne voulions pas te submerger. Tu as été si occupé par le travail. Nous savons à quel point tu stresses. Stressé, ai-je répété. C'était le mariage de mon frère. J'ai acheté une robe. Je vous ai demandé la date 3 fois le mois dernier. Vous m'avez dit qu'elle n'avait pas encore été fixée. Marc a enfin levé les yeux. Il avait l'air sur la défensive. Écoute, Lucie, ne fais pas de scène. C'est exactement pour ça qu'on a fait les choses comme ça. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu amènes une certaine énergie, a dit Marc. Il a agité la main en l'air, me désignant. Tu es toujours si intense. Tu ramènes toujours tout à toi. Nous voulions juste une journée paisible. Nous voulions que ce soit simple. Je l'ai fixé du regard. J'ai pensé aux 10 dernières années. J'ai pensé à la fois où j'avais emmené Marc aux urgences à 3 heures du matin quand il s'était cassé la jambe parce que maman et papa étaient trop fatigués pour conduire. J'ai pensé à la fois où j'avais payé la chirurgie dentaire de maman parce que papa n'avait pas d'argent liquide sur le moment. J'ai pensé à chaque anniversaire, chaque fête, chaque crise où j'étais celle qui réparait, payait et apaisait les choses. Je ramène tout à moi, ai-je demandé. J'ai passé toute ma vie d'adulte à m'occuper de cette famille. Tu vois, a dit ma mère en me pointant du doigt. C'est exactement ce que nous voulons dire. Tu le fais là, tout de suite. Tu hausses la voix. Tu essaies de nous faire culpabiliser. C'est épuisant, Lucie. Nous voulions juste un jour, a dit papa en coupant un autre morceau de poulet, juste un jour où nous n'avions pas à nous soucier de ton humeur, et c'était charmant. C'était très paisible. Ils se sont remis à manger. Juste comme ça, ils m'avaient écarté. Je suis resté là à les regarder mâcher. J'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ils n'étaient pas désolés. Ils ne se sentaient pas coupables. Ils croyaient sincèrement être les victimes de mon intensité. Ils considéraient ma présence comme un fardeau. J'ai regardé autour de la cuisine. J'avais peint ces murs pour eux il y a 2 ans. J'avais acheté ce réfrigérateur quand l'ancien avait lâché. J'avais payé le carrelage sous leurs pieds. Je n'étais pas une fille pour eux. J'étais un service public. J'étais un appareil électroménager. J'étais utile quand ils avaient besoin de réparer ou de payer quelque chose. Mais quand venait le moment de célébrer, quand venait le moment de la joie, je les dérangeais. Donc, je suis facultative, ai-je dit. Ma mère a soupiré. Ne sois pas dramatique, Lucie. Prends une assiette si tu restes, mais s'il te plaît, ne gâche pas le dîner. Je n'ai pas pris d'assiette. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, laissant la vérité pénétrer mes os. La douleur a été remplacée par une étrange clarté engourdie. Je les voyais pour la première fois, non pas comme les parents que je voulais qu'ils soient, mais comme les personnes qu'ils étaient réellement. Ils étaient égoïstes. Ils étaient cruels et ils ne m'aimaient pas. Pas de la manière qui compte. Je ne reste pas, ai-je dit. Très bien, a dit Marc. Ferme la porte en sortant. Je me suis retourné. J'ai marché vers la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée doucement. Je suis retourné à ma voiture. L'air de la nuit était frais. J'ai levé les yeux vers le ciel. C'était le même ciel qu'avant, mais le monde en dessous avait changé à jamais. Je suis resté assise dans ma voiture pendant un long moment avant de démarrer. Je n'ai pas pleuré. J'avais dépassé le stade des larmes. Je me sentais vide. Je me sentais comme un fantôme. Je venais de regarder ma famille m'enterrer alors que j'étais encore en vie. Je ne suis pas rentré immédiatement. J'ai roulé pendant 1 heure. J'avais besoin de bouger. Si je m'arrêtais, j'avais peur de m'effondrer. Mais finalement, il a bien fallu rentrer. Il fallait dormir.
Il fallait aller travailler le lendemain. La vie ne s'arrête pas simplement parce que votre cœur se brise. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Marc. J'ai fixé l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais une petite partie stupide de moi a pensé, peut-être qu'il m'appelle pour s'excuser. Peut-être qu'il se rend compte à quel point c'est grave. J'ai décroché. Allô. Salut, Lucie, a dit Marc. Sa voix était enjouée, tout à fait normale, comme si la discussion dans la cuisine n'avait jamais eu lieu. Comme s'il ne m'avait pas effacé de son mariage. Comment ça va? Je suis là, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux, Marc? Oula, détends-toi, a-t-il ri. J'appelle juste pour prendre des nouvelles. Et en fait, j'ai une faveur à te demander. Une assez grande faveur. J'ai serré le téléphone. Une faveur? Ouais. Bon, tu sais que Sarah et moi, on n'a pas vraiment eu de lune de miel, a-t-il dit. Sarah était sa nouvelle épouse. Les coups du mariage étaient dingues. On est un peu fauchés. Il a fait une pause, attendant que je lui propose de l'argent. C'était le schéma habituel. Marc avait un problème, Lucie signait un chèque. Je suis restée silencieuse. Bref, a-t-il continué, comblant le silence. On s'est dit qu'on avait vraiment besoin d'un break, juste tous les deux. Et on a pensé, pourquoi ne pas utiliser la maison au bord du lac? Elle est là, vide. Il est censé faire super beau la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on peut passer récupérer les clés? Mon cerveau ne pouvait pas assimiler l'information. Il ne demandait pas à emprunter un verre de sucre. Il demandait une maison de vacances. Ma maison de vacances? L'endroit où j'allais pour m'échapper. Tu veux utiliser la maison au bord du lac, ai-je dit d'un ton plat. Pour ta lune de miel? Ouais, ce serait parfait, a-t-il dit. Maman et papa ont dit que ça ne poserait pas de problème. Ils ont dit que ça ne te dérangerait pas, maman et papa ont dit que ça ne poserait pas de problème. Ouais. Ils ont dit que c'était une propriété familiale, donc qu'on devrait juste l'utiliser. Ça nous évite de dépenser de l'argent pour un hôtel. Propriété familiale, cette expression a résonné dans ma tête. Marc, ai-je dit, qui paie l'hypothèque de la maison du lac? Je ne sais pas, a-t-il dit. Tu gères les factures, non? Qui a payé la nouvelle toiture l'année dernière, ai-je demandé. Toi, j'imagine, a-t-il répondu d'un ton impatient. Où veux-tu en venir? Qui paie les impôts fonciers? Qui paie l'assurance? Qui monte là-bas chaque printemps pour vider les gouttières et frotter les sols? Toi, Lucie. On sait que tu es douée pour ce genre de choses, a-t-il dit. Écoute, pourquoi tu rends les choses compliquées? On est une famille. Ce qui est à toi est à nous, non? C'était là. Le cœur de leur système de pensée. Ce qui est à toi est à nous, mais cela ne fonctionnait jamais dans l'autre sens. Ce qui était à eux était à eux. Leur bonheur était à eux. Leur fête était à eux. Leur mariage était à eux. Mais mon argent, ma maison, mon travail, cela appartenait à la tribu. Tu ne m'as pas invité à ton mariage, ai-je dit. Tu m'as dit en face que je n'étais pas désiré. Et maintenant, 2 jours plus tard, tu veux des vacances gratuites dans ma maison. Oh mon Dieu, tu en es encore là, a grogné Marc. C'était un seul jour, Lucie. Ça, c'est une maison. C'est un bâtiment. Ce n'est pas émotionnel. Ne sois pas mesquine. Sarah s'en réjouit d'avance. Mesquine, ai-je chuchoté. Oui, une punition mesquine. C'est exactement ce que tu fais. Tu nous punis parce que tu as été blessé dans ton orgueil. C'est puéril. J'ai fermé les yeux. J'ai vu clairement la dynamique pour la première fois. Ce n'était pas seulement qu'ils ne m'aimaient pas. C'était qu'ils estimaient avoir des droits sur moi. Ils pensaient que je leur appartenais. Ils pensaient que j'existais pour les servir et que je devais être reconnaissante de cette opportunité. Si je disais oui, rien ne changerait. Ils iraient au lac. Ils boiraient du vin sur la terrasse que j'avais payée. Ils dormiraient dans les lits que j'avais faits. Ils laisseraient leurs poubelles pour que je les ramasse. Et ils me trouveraient toujours aussi agaçante. Si je disais non. Eh bien,
J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment dit non auparavant. Pas comme ça. Je ne suis pas mesquine, ai-je dit. Je me réveille. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Marc. Je vais à la maison du lac ce week-end, ai-je dit. J'y vais seul. Mais non, Marc, tu n'auras pas les clés. Tu ne peux pas utiliser la maison. Réserve un hôtel. Maman va être furieuse, a menacé Marc d'une voix plus basse. Elle l'a promis à Sarah. Alors maman peut payer ton hôtel, ai-je dit. J'ai raccroché. Mon cœur battait comme un marteau contre mes côtes. J'avais la tête qui tournait. Je venais de dire non. Je venais de leur refuser l'accès. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai regardé mon appartement silencieux. J'étais terrifié. Je savais qu'une tempête approchait. Ma famille ne gérait pas bien le refus. Ils viendraient s'en prendre à moi. Ils me feraient culpabiliser. Ils m'attaqueraient. Mais sous la peur, il y avait autre chose. Une petite étincelle, un sentiment de légèreté. J'avais tracé une ligne dans le sable. Je me suis levé. Je suis allé vers mon placard. J'ai sorti ma valise. Je n'allais pas seulement à la maison du lac pour me détendre. J'y allais pour trouver la vérité. Marc avait dit que c'était une propriété familiale. Mes parents agissaient comme s'ils en étaient propriétaires, mais je me souvenais avoir signé les papiers. Je me souvenais de chaque chèque que j'avais rédigé. J'avais besoin de voir les preuves. J'avais besoin de le voir écrit noir sur blanc. J'allais à la maison du lac pour fouiller. Le trajet jusqu'à la maison du lac prenait 3 heures. D'habitude, j'adorais cette route. J'aimais voir la ville s'effacer et les arbres prendre le dessus. Mais cette fois-ci, j'ai conduit en silence. Pas de radio, pas de podcast, juste le ronronnement des pneus sur l'asphalte. Je suis arrivé juste au moment où le soleil se couchait. La maison était perchée sur une colline surplombant l'eau. C'était un magnifique chalet en forme de A avec de grandes fenêtres. Il avait l'air paisible. J'ai garé la voiture et j'ai marché vers la porte. Je l'ai déverrouillée. L'air à l'intérieur était confiné. Elle était restée fermée pendant 1 mois. J'ai allumé les lumières. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu le tapis que j'avais acheté dans un marché aux puces. J'ai vu la bibliothèque que j'avais assemblée. J'ai vu les tasses que j'avais choisies. Absolument tout dans cette pièce était la grâce à moi. Mes parents et Marc venaient ici tout le temps. Ils l'utilisaient pour le 4 juillet. Ils l'utilisaient pour les anniversaires. Ils amenaient leurs amis. Ils la traitaient comme leur complexe hôtelier personnel, mais ils n'apportaient jamais de provisions. Ils ne réparaient jamais rien. Si une ampoule grillait, ils me la laissaient. Si les toilettes étaient bouchées, ils m'appelaient. Je suis entré dans le petit bureau à côté de la cuisine. C'était là que se trouvait le classeur métallique. C'était là que vivait l'histoire de la maison. Mon grand-père avait construit cet endroit. Quand il est mort il y a 10 ans, il y a eu beaucoup de confusion. My father had bad credit. My mother didn't work. Mark was in college. Il m'avait dit, Lucie, tu as un bon travail. Signe les papiers. On s'occupera du reste plus tard. On fera une fiducie familiale. J'avais 24 ans. Je leur faisais confiance. J'ai signé. J'ai ouvert le tiroir métallique du meuble de classement. Il a grincé. J'ai commencé à sortir des dossiers. Hypothèque, assurance, impôts, entretien. Je me suis assise par terre, entourée de papiers. J'ai commencé à lire. J'ai regardé l'acte de propriété. Il datait d'il y a 10 ans. Propriétaire, Lucille Marie Patterson. Il n'y avait aucun autre nom. Pas de « et James Patterson ». Pas de « et Martha Patterson ». Juste moi. J'ai regardé les relevés d'hypothèque. 10 ans de paiement mensuel. Absolument tous provenaient de mon compte courant personnel. J'ai regardé les registres d'impôts payés par mois. J'ai cherché les documents de la fiducie familiale. Mon père parlait de cette fiducie depuis des années. La maison appartient à la fiducie, disait-il. Nous avons tous des parts. J'ai fouillé dans chaque dossier. J'ai regardé dans chaque enveloppe.
Il n'y avait pas de fiducie. Elle n'existait pas. Aucun avocat n'avait jamais été engagé pour la créer. Aucun document n'avait jamais été déposé. C'était un mensonge, une histoire de fantôme qu'ils racontaient pour me garder sous contrôle, pour me faire croire que je n'étais qu'une gestionnaire de leur propriété. Je me suis adossé contre le bureau. Je tenais l'acte de propriété entre mes mains. Le papier semblait lourd. Ils m'avaient menti pendant une décennie. Ils m'avaient laissé payer pour tout ou des centaines de milliers de dollars au fil des ans tout en me convainquant que je n'en étais pas vraiment propriétaire. Ils m'avaient manipulé pour me faire croire que mon nom sur le papier n'était qu'une formalité administrative, une faveur que je leur faisais à cause du mauvais crédit de papa. Mais légalement, aux yeux du monde, c'était ma maison. Ce n'était pas une propriété familiale. Ce n'était pas la suite de lune de miel de Marc. C'était la mienne. J'ai ressenti une vague de colère si chaude qu'elle m'a brûlé le visage. J'ai pensé à Marc disant, maman l'a promis à Sarah. Maman avait promis ma maison à Sarah. Maman avait promis mon sanctuaire à Sarah. Ils étaient généreux avec mes affaires parce qu'ils ne respectaient pas ma propriété. Je me suis levé. J'ai marché vers la fenêtre et j'ai regardé le lac sombre. La lune se reflétait sur l'eau. J'ai réalisé que j'avais été la victime parfaite. J'étais compétente. J'étais solvable. Et j'étais désespérément en quête de leur approbation. J'avais payé les factures en espérant qu'ils m'aimeraient. J'avais réparé le toit en espérant qu'ils diraient « Bon travail, Lucie ». J'avais acheté ma place dans ma propre famille. Et ce n'était toujours pas suffisant. Ils m'avaient quand même exclu du mariage. Je me suis détourné de la fenêtre. J'ai regardé la pile de papier par terre. Je devais cesser d'être une fille. Je devais commencer à être une propriétaire. Je devais commencer à être une femme d'affaires. Je ne pouvais pas faire ça seule. Je savais que si j'essayais de les affronter uniquement avec mes mots, ils me manipuleraient l'esprit. Ils pleureraient. Ils me traiteraient de folle. Ils diraient que je me souvenais mal. J'avais besoin d'une armure. J'avais besoin de renfort. J'ai sorti mon téléphone. Il était tard, presque 22 heures. J'ai envoyé un SMS à mon amie Chloé, j'ai besoin d'aide. C'est grave. Est-ce qu'on peut se parler demain? Elle a répondu instantanément, je suis réveillé. Appelle-moi. J'ai appelé Chloé. Je me suis assise sur le sol du bureau, entouré de papiers, et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du mariage, des photos, de la remarque sur mon énergie, de la demande pour la maison du lac, de la fausse fiducie. J'ai pleuré. C'était la première fois que je me laissais vraiment aller. J'ai sangloté jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal. Chloé a écouté. Elle ne m'a pas interrompu. Elle m'a laissé m'effondrer. Quand j'ai eu fini, sa voix était ferme, Lucie, arrête de pleurer. Écoute-moi. C'est fini. Tu as fini d'être leur paillasson. Je sais, ai-je reniflé. Non, tu ne sais pas. Tu penses que c'est une querelle de famille. Ça ne l'est pas. C'est de l'abus financier. C'est du vol. Tu as besoin d'un avocat. Un avocat contre mes parents? Oui. Tu devais verrouiller tout ça avant qu'ils n'essaient de te le prendre. Tu as dit qu'ils agissaient comme s'ils possédaient la maison. Et s'ils essayaient de falsifier un document? S'ils essayaient de squatter là-bas? Tu as besoin d'un requin, Lucie. Elle m'a donné un nom, Nathalie Cruz. Elle a géré mon divorce, a dit Chloé. Elle ne joue pas à des jeux. Appelle-la dès demain matin. Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. J'ai posé un congé maladie. J'ai rangé absolument tous les documents du classeur de la maison du lac dans un carton. J'ai mis le carton dans mon coffre. Je suis retourné en ville et je suis allé directement au cabinet de Nathalie Cruz. Nathalie était une petite femme avec des lunettes acérées et un tailleur qui semblait pouvoir couper du verre. Elle s'est assise en face de moi à une grande table en acajou. Elle ne m'a pas offert de thé ni de sympathie. Elle m'a demandé des faits. J'ai tout exposé. L'acte de propriété, les paiements, l'absence de fiducie. Nathalie a parcouru les documents en silence. Ses yeux parcouraient les pages rapidement. Elle a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Après 20 minutes, elle a retiré ses lunettes.
D'accord, a-t-elle dit. Voici la réalité. Vous êtes l'unique propriétaire légal de cette propriété. Il n'y a aucune ambiguïté ici. Les accords verbaux dont parle votre famille, cette fiducie. Tout cela n'a aucune valeur devant un tribunal. Elle n'existe pas. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Donc ils ne peuvent pas me la prendre? Non, a dit Nathalie, mais nous avons un problème. Vous avez établi un précédent d'occupation. Vous les avez laissés utiliser la propriété librement pendant 10 ans. Si nous voulons leur interdire l'accès, nous devons le faire formellement. Nous devons envoyer une mise en demeure. Une sommation de cesser et de s'abstenir ou un avis formel de violation de propriété. S'ils se présentent sans autorisation, nous devrons changer les serrures. Nous devrons installer des caméras. Cela semble si agressif, ai-je dit. Nathalie s'est penchée en avant. Lucie, ils t'ont caché un mariage. Ils essaient actuellement de passer des vacances chez toi contre ta volonté. Ils ne te traitent pas comme de la famille. Ils te traitent comme une ressource. Tu dois les traiter comme une dette, une responsabilité financière nuisible. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Les traiter comme une dette. D'accord, ai-je dit. Faites-le. Très bien, a dit Nathalie. Maintenant, parlons du reste de vos finances. Vous avez mentionné que vous payiez d'autres choses. Les téléphones portables de mes parents, l'assurance automobile de ma mère. J'avais co-signé un prêt pour l'entreprise de Marc il y a 2 ans. Nathalie m'a regardé avec pitié. Nous avons besoin d'un comptable d'investigation. Je travaille avec un homme nommé Steven Ward. Il va tout examiner. Nous devons vous désengager complètement d'eux. J'ai rencontré Steven Ward cet après-midi-là. C'était un homme calme avec une calculatrice et un air renfrogné. Nous avons sorti mes relevés bancaires. Nous avons sorti mon rapport de solvabilité. C'était pire que ce que je pensais. Vous payez 4 cents par mois pour un garde-meuble, a dit Steven. Qui a-t-il dedans? Les vieux meubles de mon père, ai-je dit. Ils n'avaient pas de place pour eux lorsqu'ils ont déménagé pour plus petit. Vous avez payé? Steven a pianoté sur sa calculatrice. Presque 5 000 $ par an. Pendant 10 ans, vous avez dépensé 50 000 $ pour stocker de vieux meubles. Je l'ai fixé du regard. 50 000? Et ce prêt pour votre frère? Steven a pointé l'écran du doigt. Il a manqué 3 paiements cette année. Vous savez que cela nuit à votre code de crédit, n'est-ce pas? Non, ai-je chuchoté. Il a dit qu'il s'en occupait. Il ne le fait pas, a dit Steven. Il saute des paiements. Et comme vous avez co-signé, la banque va s'en prendre à vous ensuite. Steven m'a regardé. Lucie, vous n'êtes pas seulement une fille. Vous êtes leur banque. Vous êtes leur plan de retraite. Vous êtes leur filet de sécurité. Et ils vous vident de votre substance. J'ai regardé les chiffres sur l'écran. L'encre rouge, les paiements manqués, l'argent gaspillé. J'ai pensé au mariage, au champagne, au sourire. Ils avaient dépensé de l'argent pour une fête, mais ils ne pouvaient pas payer le prêt que j'avais co-signé. Ils avaient acheté de nouvelles robes, mais c'était moi qui payais pour leur garde-meuble. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était de l'exploitation. Arrêtez ça, ai-je dit. Ma voix tremblait, mais elle était ferme. Arrêtez tout. Nous pouvons rédiger des lettres, a dit Steven. Nous pouvons vous retirer comme utilisatrice autorisée sur leur compte. Nous pouvons refuser de renouveler la co-signature, mais cela va être difficile. Ils vont perdre des services. Ils vont recevoir des appels de recouvrement de dettes. J'ai pensé au visage de ma mère dans la cuisine. Plus facile sans l'énergie de Lucie. Laissez-les faire, ai-je dit. J'ai regardé Nathalie et Steven. Rédiger les documents. Changer les serrures de la maison du lac. Couper les paiements pour les téléphones et le garde-meuble. Je veux m'en sortir. Nathalie a hoché la tête. Tout sera prêt pour demain. Mais Lucie, soyez prête. Quand vous couperez les vivres, ils vont paniquer. Ils vont venir s'en prendre à vous. Je sais, ai-je dit. J'ai senti un calme étrange m'envahir. Qu'ils viennent. Je ne suis plus la même personne qu'hier. J'ai quitté le bureau.
Le soleil brillait. La ville était bruyante et animée. J'ai marché dans la rue. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus lourde. Je me sentais légère. J'avais porté ma famille sur mon dos pendant une décennie. Je venais de les déposer par terre. Maintenant, j'attendais juste qu'ils réalisent qu'ils se tenaient sur leurs propres pieds. Et qu'ils étaient sur le point de tomber. C'était un mardi matin, 3 jours après avoir engagé Nathalie et Steven. J'étais à mon bureau, au 14e étage de l'immeuble d'affaires où je travaille comme chef de projet. J'étais nerveuse. Je savais que les lettres avaient été remises. Steven avait envoyé les avis. Il avait annulé les cartes de crédit sur lesquelles j'étais utilisatrice autorisée. Il avait envoyé une lettre officielle à la banque concernant le prêt de Marc, déclarant que je ne renouvellerais pas l'accord de co-signature, et Nathalie avait envoyé la mise en demeure concernant la maison du lac. J'attendais l'explosion. À 10h15, le téléphone sur mon bureau a sonné. Ce n'était pas mon portable. C'était la ligne interne de la réception de sécurité dans le hall. Mademoiselle Patterson, a demandé le garde, David. J'ai 3 personnes ici qui demandent à vous voir. Ils disent qu'ils sont de votre famille. Ils sont très agités. Mon cœur a manqué un battement. Ils n'avaient pas appelé. Ils n'avaient pas envoyé de SMS. Ils s'étaient simplement présentés. Ils essayaient de me piéger au travail, sachant que je serais embarrassé. Ils pensaient que je descendrais et que je leur donnerais tout ce qu'ils voulaient juste pour qu'ils arrêtent de faire une scène. C'était l'ancienne Lucie. Je n'attends pas de visiteurs, David, ai-je dit d'une voix ferme. S'il vous plaît, dites-leur que je suis en réunion et que je ne peux pas descendre. J'ai essayé de leur dire cela, madame, a dit David, d'une voix stressée. Ils refusent de partir. La dame plus âgée crie qu'elle est votre mère et qu'elle a le droit de vous voir. J'ai fermé les yeux. Je pouvais l'imaginer. Ma mère, en mode victime, hurlant sur un agent de sécurité payé au salaire minimum. Mon père debout derrière elle, les bras croisés, l'air sévère. Marc faisant probablement les 100 pas, cherchant un moyen de se faufiler au-delà des tourniquets. J'ai pris une grande inspiration. David, ne les laissez pas monter. Je vous autorise à les expulser s'ils perturbent le hall. Ils ne sont pas autorisés à cet étage. Compris, mademoiselle Patterson, a dit David. J'ai raccroché. Je suis restée assise là un moment, tremblante. Puis j'ai réalisé quelque chose. Je ne voulais pas me cacher. Je voulais voir ça. Je voulais les voir se heurter à un mur. Je me suis levé et j'ai marché vers l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton du hall d'entrée. Lorsque les portes se sont ouvertes au rez-de-chaussée, le bruit m'a frappé instantanément. C'est ridicule, criait ma mère. Elle se tenait devant le bureau de sécurité. Son visage était rouge de colère. C'est ma fille. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma fille. Madame, vous devez reculer, disait calmement David. C'était un homme grand, et il ne se laissait pas intimider. Mon père pointait du doigt un autre garde. Savez-vous qui je suis? Je suis son père. Je veux parler à votre responsable. Marc m'a vu le premier. Il se tenait près des portes vitrées. Et a pointé le doigt vers moi. Elle est là. Ma mère s'est retournée brusquement, ses yeux ancrés sur moi. Elle ne ressemblait pas à une mère aimante. Elle ressemblait à un prédateur. Elle s'est dirigée vers les tourniquets, mais la barrière vitrée était fermée. Elle ne pouvait pas m'atteindre. Pour la première fois de ma vie, il y avait une barrière physique entre nous. Il ne pouvait pas me toucher. J'ai marché vers le côté sécurisé des tourniquets. Je suis restée là, calme et silencieuse. Lucie, a hurlé ma mère. Les gens dans le hall me fixaient du regard. Des cadres en costume s'arrêtaient pour regarder. D'habitude, je serais morte de honte. Mais aujourd'hui, je me sentais détachée. Qu'est-ce que cela signifie? Nos cartes ont été refusées. La banque a appelé Marc pour lui dire que tu avais retiré ta garantie sur son prêt. Es-tu folle? Je ne suis pas folle, ai-je dit. Ma voix était calme, mais dans l'écho du hall, ils m'ont entendu. J'ai juste fini de me faire exploiter. Ouvre cette barrière, a aboyé mon père. Nous devons parler maintenant. Non, ai-je dit.
Nous n'avons pas besoin de parler. Tu as changé les serrures de la maison du lac, a crié Marc. Sarah et moi y sommes allés hier et notre clé n'a pas fonctionné. Tu sais à quel point c'était embarrassant? On avait des courses dans la voiture. C'est ma maison, Marc, ai-je dit. Je ne t'ai pas invité. Nous sommes ta famille, a gémi ma mère. Elle a attrapé les barres métalliques du tourniquet et les a secouées. Comment peux-tu être si cruel après tout ce que nous avons fait pour toi? Qu'avez-vous fait pour moi, ai-je demandé. À part m'effacer de votre vie quand ça vous arrange. C'est encore à cause du mariage. Marc a lâché un rire désespéré et furieux. Passe à autre chose, Lucie. Tu es en train de gâcher la vie de tout le monde pour une fête. Ce n'est pas à cause de la fête, ai-je dit. C'est à cause du vol. C'est à cause des mensonges. C'est à cause des 50 000 $ de frais de garde-meuble, papa. C'est à cause de la façon dont vous m'avez utilisé. Le visage de mon père a pâli. Il ne savait pas que je connaissais le montant total. Tu es une ingrate, a sifflé ma mère. Tu es une fille égoïste et amère. Madame, David, l'agent de sécurité, s'est avancé. Il a posé la main sur sa ceinture. Vous provoquez un trouble. Vous devez quitter le bâtiment immédiatement ou j'appelle la police. Vous n'oseriez pas, a craché ma mère. Si, absolument, a dit David. Il m'a regardé. Mademoiselle Patterson, voulez-vous que je les expulse? Le hall est devenu silencieux. Mes parents m'ont regardé. Ils s'attendaient à ce que je cède. Ils s'attendaient à ce que je dise, non, c'est bon. Laissez-les monter. Ils s'attendaient à retrouver la Lucie qui voulait être aimée. J'ai regardé le visage furieux de ma mère. J'ai regardé l'arrogance de mon père. J'ai regardé l'assurance éhontée de mon frère. Oui, David, ai-je dit. S'il vous plaît, expulsez-les. Ils me harcèlent. Ma mère a suffoqué. C'était un bruit de choc pur. Lucie, a-t-elle hurlé alors que David et deux autres gardes s'avançaient. Tu vas le regretter. Tu reviendras en rampant. Je ne pense pas, ai-je dit. Je leur ai tourné le dos. J'ai marché vers l'ascenseur. Derrière moi, j'entendais le vacarme de leur expulsion. J'ai entendu les lourdes portes vitrées s'ouvrir et se fermer. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du 14e étage. Les portes se sont refermées, coupant le son de leur voix. J'étais seul dans l'ascenseur. J'ai regardé mon reflet dans la paroi métallique. Je ne ressemblais plus à une victime. Je ressemblais à quelqu'un qui venait de survivre à une guerre. Je suis retourné à mon bureau. Je me suis assise. Mes mains tremblaient légèrement, mais je ne pleurais pas. Je sentais une force froide et étrange dans ma poitrine. Ils avaient essayé d'utiliser leurs cris pour me contrôler. Mais dans le monde réel, avec des règles, des lois et des agents de sécurité, leurs cris ne fonctionnaient pas. Leur pouvoir n'existait que si j'y consentais. Et je venais de cesser d'y consentir. 2 jours après l'incident du hall d'entrée, j'ai reçu un SMS de l'oncle Victor, est-ce que je peux passer? Juste moi. J'ai quelque chose que tu dois voir. J'ai hésité. Victor était le frère de mon père. J'avais peur qu'il vienne pour me faire culpabiliser. J'avais peur qu'il soit un émissaire envoyé par mes parents pour me ramener sous leur contrôle. Aber, c'était Victor qui m'avait dit la vérité sur le mariage. Il avait l'air triste ce jour-là, pas malveillant. D'accord, ai-je répondu. 19 heures. Victor est arrivé pile à l'heure. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Il portait une mallette en cuir usé. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il a simplement hoché la tête et est entré dans mon salon. Il s'est assis sur le canapé et a posé la mallette sur ses genoux. Il m'a regardé avec cette même pitié qu'il avait à l'épicerie. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à ton bureau, a-t-il dit. Es-tu venu pour me dire que j'avais tort? Ai-je demandé en croisant les bras. Non, a dit Victor. Je suis là pour te dire que tu as eu raison, mais tu ne sais même pas la moitié de l'histoire. Il a fait sauter les loquets de la mallette. Ils se sont ouverts avec un clic sonore. Il a sorti une épaisse pile de papier. Ils avaient l'air vieux. Certains étaient jaunis. D'autres étaient des emails imprimés.
D'autres étaient des notes manuscrites. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. J'étais l'exécuteur testamentaire de ton grand-père au départ, a dit Victor. Avant que ton père ne prenne le relais, j'ai gardé des copies de tout. Et je fais partie de la boucle de courriel de la famille depuis longtemps. J'imprime les choses parce que je ne fais pas confiance aux ordinateurs, et je ne fais pas confiance à mon frère. Il m'a tendu une feuille de papier. C'était l'impression d'un email de mon père à ma mère, daté de 10 ans auparavant, juste après la mort de mon grand-père. Sujet, le problème de la maison du lac, de papa à maman. Victor dit que nous ne pouvons pas obtenir l'hypothèque pour le chalet. Mon crédit est trop mauvais, mais j'ai une idée. On peut la mettre au nom de Lucie. Elle a ce nouveau travail. Elle a très envie de plaire. On lui dit que c'est une histoire de fiducie familiale, pour qu'elle n'ait pas l'idée de la contrôler réellement. On la laisse payer les mensualités et on garde les clés. C'est du gagnant-gagnant. On a la maison, et elle se sent importante. J'ai lu l'email 3 fois. Mes mains ont commencé à trembler. Elle a très envie de plaire. On la laisse payer les mensualités. On lui dit que c'est une fiducie familiale. Pour qu'elle n'ait pas l'idée. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas juste qu'ils étaient mauvais gestionnaires. C'était un plan. C'était une stratégie. Ils avaient vu mon amour comme une faiblesse à exploiter. Il y a plus, a dit doucement Victor. Il m'a tendu un autre document. C'était une note manuscrite de l'écriture de ma mère. Cela ressemblait à un plan budgétaire. Fonds d'études de marque, 0 plan, demandé à Lucie de co-signer les prêts. Jouer sur la culpabilité de la famille qui soutient la famille. Retraite, utiliser l'argent économisé en ne payant pas l'hypothèque du chalet. J'ai eu la nausée, physiquement mal au cœur. J'ai dû poser les papiers sur la table basse. Ils ont tout planifié, ai-je chuchoté. Toute ma vie d'adulte. Ils me regardaient et voyaient un compte bancaire. Ils voyaient une ressource. Victor m'a corrigé, Lucie, tu étais la personne responsable, la gentille. Et ils t'ont puni pour cela. Ils savaient que tu ne dirais jamais non. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, les yeux regardés, les larmes aux yeux? Pourquoi avoir attendu 10 ans? Victor a baissé les yeux vers ses mains. Je suis un lâche, Lucie. Je ne voulais pas déclencher une guerre avec mon frère. Je pensais que peut-être ils t'aimaient à leur manière. Je pensais que peut-être ça s'arrangerait. Mais quand ils t'ont caché le mariage, c'était de la pure méchanceté. Ce n'était pas une question d'argent. C'était de la cruauté. Et quand j'ai appris qu'ils essayaient de prendre la maison du lac pour la lune de miel de Marc, j'ai su que je ne pouvais plus me taire. Il a cherché dans la mallette et a sorti un dernier dossier. C'est le plus important, a-t-il dit. C'était une projection financière que mon père avait faite l'année dernière. C'était un plan pour leur retraite. Plan de liquidation des actifs. Vendre la maison du lac en 2026. Valeur estimée, 450 000 $. Bénéfice à diviser, 50% par an, 50% marque. Ils allaient la vendre, a dit Victor. Ils allaient t'obliger à la vendre ou falsifier ta signature pour prendre l'argent. Tu n'apparaissais pas dans le partage, Lucie. Pas un centime. J'ai fixé le papier. Ils allaient vendre ma maison, la maison que j'avais payée, et donner l'argent à Marc. La trahison était si profonde que ce n'était même plus de la tristesse. C'était comme une pierre froide et dure au fond de mon estomac. Est-ce que je peux garder ça, ai-je demandé. Oui, a dit Victor. Donne-les à ton avocat. Cela prouve l'intention. Cela prouve que ce n'était pas seulement de la négligence. C'était de la fraude. Je me suis levé. J'ai marché vers la fenêtre. J'ai regardé les lumières de la ville. Merci, Victor, ai-je dit. Je suis désolé, Lucie, a-t-il dit. Il s'est levé et a refermé sa mallette vide. Tu méritais de meilleurs parents. Vraiment. Quand il est parti, je suis resté seul les documents. J'ai touché du doigt l'email où mon père me décrivait comme ayant très envie de plaire. Il avait raison. J'avais été désireuse de leur plaire. J'avais tellement voulu leur amour que j'avais payé pour l'obtenir. Mais en regardant ces papiers, j'ai réalisé quelque chose de libérateur. Il n'y avait pas d'amour à acheter.
Il n'avait jamais existé. J'avais payé pour un produit qui n'existait pas. Je ne perdais pas une famille. Je me débarrassais d'un parasite. J'ai pris les documents en photo et je les ai envoyés par courriel à Nathalie et Steven. Puis je les ai mis dans mon coffre-fort. Je suis allé me coucher et, pour la première fois en un mois, j'ai dormi sans rêver. Les retombées n'ont pas pris la forme d'une explosion. Ce fut un effondrement lent et progressif. Une fois que Steven a coupé l'argent, la réalité de leur vie les a rapidement rattrapés. La première cosa à disparaître a été les téléphones portables. Je payais le forfait familial depuis 6 ans. J'ai résilié les lignes un lundi. Dès le mardi après-midi, j'avais 12 appels manqués sur ma ligne professionnelle provenant d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Ensuite, le garde-meuble. J'ai arrêté de payer la facture. L'entreprise de stockage a envoyé un avis à l'adresse de mes parents indiquant que si la facture n'était pas payée dans les 30 jours, le contenu serait vendu aux enchères. Ma mère m'a laissé un message vocal d'une voix perçante, « Lucie, ils vont vendre la commode ancienne de grand-mère. Comment peux-tu laisser faire ça? Envoie l'argent tout de suite. » Je n'ai pas envoyé l'argent. J'ai supprimé le message. Puis est venu le gros morceau, le prêt de Marc. Parce que j'avais formellement retiré ma garantie et alerté la banque de ses retards de paiement, la banque a gelé sa ligne de crédit. Sa petite entreprise, une boîte de conseil qui semblait surtout consister à ce qu'il aille déjeuner au restaurant, ne pouvait pas fonctionner sans ce crédit. Un cousin m'a dit que Marc avait dû licencier son assistante. J'ai appris qu'il avait dû quitter ses bureaux luxueux pour retourner travailler dans son sous-sol. Et puis, les retombées sociales ont commencé. Comme j'avais les documents de l'oncle Victor, je n'avais plus peur de leurs mensonges. Quand des proches m'appelaient pour me demander pourquoi j'étais si méchante avec mes pauvres parents, je ne discutais pas. Je leur envoyais simplement une capture d'écran. J'ai envoyé à la tante Linda l'email où mon père me disait désireuse de plaire et planifiait de m'utiliser. J'ai envoyé au cousin Mike le budget montrant $0 pour mon fonds de mariage et des milliers pour Marc. Le silence qui a suivi ces messages a été assourdissant. Les gens ont commencé à s'éloigner de mes parents. Les cousins de l'Ohio ont annulé leur visite pour Thanksgiving. Les voisins ont arrêté de leur faire signe. La vérité voyage vite dans une petite ville, et les preuves voyagent encore plus vite. Mes parents ont essayé de sauver les apparences. Ils postaient des photos sur Facebook d'eux souriant au dîner. Mais j'ai remarqué qu'ils mangeaient dans un boui-boui bon marché, et non dans le steakhouse hors de prix où ils allaient d'habitude à mes frais. Ma mère avait l'air fatiguée sur les photos. Ses cheveux n'étaient pas teints. J'ai réalisé que je payais aussi ses rendez-vous chez le coiffeur. 3 semaines après l'incident du hall, je suis passé devant leur maison en voiture. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste regardé. L'herbe était haute. Les parterres de fleurs étaient envahis de mauvaises herbes. Les stores étaient baissés. Elle ressemblait à une maison qui mourait lentement. Sans mon argent et mon travail, l'illusion de leur vie parfaite s'effondrait. Ils se noyaient dans la réalité qu'ils avaient eux-mêmes créée. J'ai ressenti un pincement de tristesse. Je suis humaine, et ce sont mes parents. Cela faisait mal de les voir lutter. Mais ensuite, je me suis souvenu du mariage. Je me suis souvenu de la maison du lac. Je me suis souvenu du plan de liquidation des actifs. Si j'y retournais pour tout arranger, si je payais le jardinier, la facture de téléphone et le prêt, il ne m'aimerait pas plus. Il recommencerait simplement à m'utiliser. J'ai continué ma route. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant mes parents. C'était un acte désespéré. Il menaçait de me poursuivre pour maltraitance envers des personnes âgées et détresse émotionnelle. Je l'ai montré à Nathalie. Elle a ri. C'est une blague, a-t-elle dit. Nathalie a envoyé une réponse. Elle faisait une page. Elle listait le montant total d'argent que je leur avais donné sur 10 ans, plus de $200 000, en incluant les paiements de la maison. Elle y joignait l'email de l'oncle Victor. Elle se terminait par une phrase simple, « Mademoiselle Patterson est prête à renoncer au recouvrement de ses fonds détournés en échange d'une rupture définitive de tout contact. Si vous persistez dans cette voie, nous exigerons le remboursement intégral. » Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de leur avocat. Ils ne pouvaient pas se permettre une bataille juridique. Ils savaient qu'ils perdraient. Leur bluff avait été démasqué. Leur pouvoir avait disparu.
Je pensais que cette lettre marquerait la fin de l'histoire. Mais les narcissiques n'abandonnent pas si facilement. Ils ont besoin d'une dernière tentative pour reprendre le contrôle. C'était un mois plus tard. J'ai reçu un email de mon père. Objet, parlons-en. Lucie, assez de bêtises. Nous sommes une famille. Nous ne pouvons pas finir les choses comme ça. Les avocats sont chers et inutiles. Retrouve-nous au parc près de la rivière. Terrain neutre. Pas de cris, juste une conversation. S'il te plaît, pour le bien de ta mère. J'ai hésité à y aller. Je n'avais rien à leur dire. Mais Nathalie m'a dit que cela pourrait être une bonne idée pour tourner la page. Allez-y, a-t-elle dit, mais prenez un témoin et ne signez rien. J'ai demandé à l'oncle Victor de m'accompagner. Il a accepté. Nous les avons retrouvés un samedi après-midi. Le parc était bondé de familles. Des enfants jouaient sur les balançoires. Des gens promenaient leurs chiens. C'était un monde lumineux et heureux, ce qui rendait notre rencontre encore plus sombre. Mes parents étaient assis sur un banc. Marc n'était pas là. C'était juste eux deux. Ils avaient l'air petits. Les épaules de mon père étaient affaissées. Ma mère paraissait plus vieille. Quand ils m'ont vu, ils n'ont pas souri. Ils ont regardé l'oncle Victor avec une haine pure. Tu as amené un traître, a craché mon père à l'adresse de Victor. J'ai amené un témoin, ai-je dit calmement. Je ne me suis pas assise. Je suis restée debout devant le banc. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons retrouver notre fille, a dit ma mère. Sa voix tremblait. Elle a tendu la main pour me toucher. J'ai fait un pas en arrière. Vous n'avez jamais eu de fille. Vous aviez un compte bancaire. Ce n'est pas vrai, a pleuré ma mère. Nous t'aimons. Nous avons fait des erreurs. Oui, le mariage. C'était une erreur. Nous sommes désolés. Vous n'êtes pas désolé de l'avoir fait, ai-je dit. Vous êtes désolé de vous être fait prendre. Et vous êtes désolé que l'argent se soit arrêté. Nous sommes en difficulté, Lucie, a dit mon père d'une voix rauque. Les factures s'accumulent. Marc a des problèmes. Nous pourrions perdre la maison. Je sais, ai-je dit. J'ai vu l'état de la pelouse. Alors tu vas juste nous regarder couler, a-t-il demandé. Après t'avoir élevé, nous t'avons donné la vie. Vous m'avez donné la vie, ai-je dit. Et ensuite, vous me l'avez fait payer. Vous avez déjà assez pris. Vous avez pris ma confiance. Vous avez pris mon assurance. Vous avez pris mon argent. On peut arranger ça, a supplié ma mère. Déverrouille juste la maison du lac. Laisse Marc l'utiliser pendant quelques week-ends. Aide-nous pour les remboursements du prêt juste pour quelques mois, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. On pourra revenir à la normale. Je les ai regardés. Ils ne comprenaient toujours pas. Ils étaient encore en train de négocier. Ils pensaient que le prix de mon amour se limitait à quelques mensualités de prêt. Non, ai-je dit. Le mot est resté suspendu dans l'air. Aucun accès à la maison du lac, ai-je dit. Jamais. Je vais encore changer les serrures la semaine prochaine, juste pour être sûr. Je la mets sur le marché de la location saisonnière. Des inconnus y dormiront et me paieront de l'argent. Vous n'y remettrez plus jamais les pieds. Le visage de mon père est devenu écarlate. Pas de finances partagées, ai-je poursuivi. Je ne paie plus votre facture de téléphone. Je ne paie plus pour le garde-meuble. Si vous voulez garder ces vieux meubles, vous payez pour cela. Si vous ne pouvez pas, débarrassez-vous-en. Et, ai-je dit en regardant ma mère droit dans les yeux, aucun contact. Ne m'appelez pas. Ne venez pas à mon travail. Ne m'envoyez pas de courriel. Si vous le faites, j'appellerai la police. Tu ne peux pas faire ça, a chuchoté ma mère. Nous sommes tes parents. Je le peux, ai-je dit. Et je suis Lucie. S'il te plaît, a dit mon père. Il semblait désespéré maintenant. Nous n'avons plus rien. Vous avez l'un l'autre, ai-je dit. Et vous avez Marc. Vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi encore et encore. Maintenant, vous devez vivre avec ce choix. Je me suis tourné vers Victor. Je suis prête à y aller. Nous nous sommes éloignés.
ma mère a commencé à hurler mon nom. Lucie. Lucie, reviens. Les gens dans le parc se sont arrêtés pour regarder. Un an auparavant, je me serais retourné. J'aurais couru vers elle pour la faire taire, pour arranger les choses, pour mettre fin à la scène. J'ai continué à marcher. Je l'ai laissé crier. Sa voix devenait de plus en plus faible à mesure que je m'éloignais. J'ai atteint ma voiture. Je suis monté dedans. Victor s'est assis à côté de moi. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé. J'ai pris une grande inspiration. L'air semblait pur. « Ça ne va pas encore tout à fait, » ai-je dit. Mais je suis libre. 6 mois ont passé. C'est l'automne maintenant. Je suis à la maison du lac. Je suis assise sur la terrasse, enveloppée dans une couverture épaisse, une tasse de café chaud à la main. L'air est frais et sent les aiguilles de pin et la fumée de bois. Le lac est une étendue de verre reflétant les feuilles oranges et rouges des arbres. C'est calme. Pendant les premiers mois, le silence m'a terrifié. J'étais tellement habitué au chaos de ma famille. J'étais habitué à ce que le téléphone sonne pour une crise. J'étais habitué à ce nœud d'anxiété dans l'estomac, à me demander ce dont ils auraient besoin ensuite. Quand cela s'est arrêté, je me suis senti vide. J'ai dû réapprendre qui j'étais. Si je n'étais pas celle qui répare tout, si je n'étais pas celle qui subvient aux besoins, alors qui était Lucie? J'ai commencé une thérapie. J'ai commencé à passer du temps avec Chloé et l'oncle Victor. Nous dînons ensemble tous les dimanches. Nous rions. Nous parlons de livres et de films. Personne ne me demande d'argent. Personne ne m'insulte. J'ai réalisé que la famille n'est pas une question de sang. La famille, ce sont les gens qui vous respectent. J'ai regardé la maison derrière moi. Elle a l'air différente maintenant. J'ai peint la porte d'entrée en rouge vif. J'ai jeté le vieux tapis que ma mère aimait et j'en ai acheté un nouveau qui me plaisait. J'ai transformé la deuxième chambre, celle que Marc s'appropriait autrefois, en bibliothèque pour moi-même. J'ai mis la maison sur un site de location de vacances pour certains week-ends choisis. Cela rapporte assez d'argent pour payer les impôts et l'assurance. La maison s'autofinance désormais. Ce n'est plus un fardeau financier pour moi. C'est un atout. Je n'ai pas parlé à mes parents. Victor m'a dit qu'ils avaient dû vendre leur maison. Ils ont emménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Marc a dû trouver un emploi dans un concessionnaire automobile. Ils s'en sortent. Ils font face aux conséquences de leur propre choix de vie. Ce n'est pas mon problème. J'ai bu une gorgée de mon café. J'ai regardé un faucon tourner au-dessus de l'eau. Il y a un revirement dans cette histoire, mais il n'est pas fracassant. Ce n'est pas une révélation dramatique. Le revirement est que je pensais que perdre ma famille allait me détruire. Je pensais qu'être orpheline, en quelque sorte, allait me briser, mais ce ne fut pas le cas. Couper les ponts a été l'amputation d'un membre gangrené. Cela a fait mal, oui, cela a laissé une cicatrice, mais cela m'a sauvé la vie. J'ai 34 ans. Je possède ma maison. Je possède ma voiture. Je possède ma carrière. Mais plus important encore, je possède mon histoire. J'ai baissé les yeux vers mon téléphone. Il était silencieux. Pas d'appel manqué, pas de SMS furieux. J'ai souri. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé à nouveau le lac. J'ai respiré l'air frais et pur. C'est à cela que ressemble la paix. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu à l'acheter. Elle était simplement mienne.